On accueille Arthur Lanter pour sa conf. Bonjour tout le monde. Non, tout à l'heure, vous avez fait un feu d'enfer. Bonjour tout le monde. Putain, vous êtes chaud. Je suis ravi d'être avec vous. Et peut-être qu'on va voir les images à un moment qui vont venir, mais ça va arriver. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup à la team Écopreneur. Merci à vous de m'accueillir. Merci à Adrien pour la technique, qui fait un super boulot. Ça, c'est mon passé de musicien qui parle. Normalement, on remercie la tech à la fin, mais je commence par le remercier. J'ai envie de commencer par vous poser une question. Je suis à peu près sûr du résultat. À main levée, qui parmi vous porte un projet à impact qui a pour but de faire advenir un monde meilleur? Là-dessus, on est bon. OK. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir si vous savez ce que ça veut dire pour vous, un monde meilleur. Et je pense que vous faites ça aussi dans la formation Écopreneur. Vous questionnez sur pourquoi est-ce que vous faites cette démarche, pourquoi est-ce que vous avez monté ce projet. C'était quoi votre carburant à l'origine? Ce levier qui vous a poussé à aller vers ça. On va refaire à main levée, tiens. Et merci Adrien de venir à mon secours. C'est pas encore tout de suite que je vais avoir besoin des slides, mais on est bon. À main levée, qui a fait cette démarche justement parce que vous sentiez peut-être éco-anxieux, éco-anxieuse ou que la souffrance du monde vous était insupportable? Il y a quand même pas mal de monde. Toujours à main levée, et ça va être un petit peu plus... il va falloir un peu plus de courage. Qui est allé vers ça aussi parce qu'il sentait qu'il y avait une opportunité business, que c'était populaire? Il y a quelques personnes. C'est honnête. Bravo pour le courage. Et qui, toujours à main levée, a fait ça parce qu'il avait besoin de sens dans sa vie et dans l'histoire qui se racontait? On est d'accord. Ouais, on peut s'applaudir. Hein. Et ben moi, c'est vraiment ça qui m'a fait transformer ma vie il y a de ça une dizaine d'années. Comme je le disais, j'étais dans la musique avant. Et puis, j'ai eu envie d'avoir un impact énorme sur la transformation de notre société, de notre monde. Pour ça, je me suis dit que j'allais me mettre à la tech. Je me suis dit, bah oui, passage à échelle, je vais pouvoir démultiplier ma puissance d'action. Et donc, je me suis mis à devenir développeur, je me suis mis à bosser, j'ai fait 42, j'ai bossé chez IBM, j'ai fait de l'IA, je suis allé dans des startups pas toujours à impact, des licornes, où j'ai vu des choses pas très cool. Et en même temps, grâce à ça, j'ai pu accompagner aussi des assos et des startups à impact à travers la tech. S'il faut, j'ai un autre adaptateur. Pour l'instant, si on ne touche pas, ça devrait le faire, non? Allez, ça va le faire pour l'instant. On y croit? Allez, soyons un peu rêveurs et rêveuses. Ça va avec le titre, vous avez vu. Et donc, j'étais musicien, j'ai décidé de faire de la tech, jusqu'à arriver à faire vraiment de l'entrepreneuriat. Je suis arrivé à Station F, où j'ai accompagné des startups avec l'incubateur HEC. Mais finalement, tout ça, ça a été complètement bousculé quand il y a eu l'arrivée de ma fille. Et là, je me suis dit, ok, tu as voulu avoir de l'impact, mais tu es à un stade de ta vie où tu peux gagner vraiment bien ta vie, mais c'est quoi l'héritage que tu veux lui laisser? Est-ce que c'est pouvoir avoir un appart? Est-ce que c'est avoir suffisamment d'argent pour assurer sa sécurité? Ou est-ce que c'est mettre toute l'énergie que tu as pour arriver à lui offrir un monde meilleur? Ou en tout cas, cette histoire de son père qui n'a rien lâché pour permettre à un nouveau modèle de société d'émerger. Et j'ai pas besoin de rappeler que même s'il y a plein de choses qui vont bien dans notre société, il y a plein de choses qui vont mal aussi. Il n'y a qu'à regarder les infos, on voit les crises qui se multiplient, les crises géopolitiques, on voit les crises économiques, on voit les limites planétaires qui sont franchies les unes après les autres. Je pense que tout le monde dans cette salle en a déjà entendu parler, voire pourrait même sûrement l'expliquer mieux que moi. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait déjà 50 ans qu'on est au courant.
50 ans que le rapport Limits to Growth, le rapport Meadows, nous montre que notre modèle de société est malade. Et malheureusement, on a beau savoir, on continue d'accélérer. Encore et toujours, on accélère, on accélère. Et puis en plus, un peu pour faire écho à moi, ce que j'ai choisi, on accélère avec la tech. Et donc, on se retrouve bien comme ça. Là, j'ai passé du temps dans le métro pour arriver, tout le monde était avec son téléphone. Comment est-ce qu'on va faire pour sortir de ça? On fait qu'accumuler des nouvelles dépendances. Je vais reprendre, peut-être qu'il y en a qui connaissent Arthur Keller, je vous invite à aller regarder ces conférences qui sont extrêmement instructives. Quand on a un mal de tête, qu'est-ce qu'on fait? On prend une aspirine. Hop, il a sauté quelques slides. Quand on a un mal de peau, on va prendre une petite crème, on va aller voir un dermato qui va nous donner de la crème. Quand on a mal au ventre, on va se prendre une petite infusion. Sauf que le problème, c'est que justement, quand il y a un problème d'ordre systémique, la somme des traitements des symptômes ne va pas résoudre le mal à la base. Et aujourd'hui, justement, on est en train de vivre un réel problème de société. Aspirine plus pommade plus tisane n'a jamais permis de soigner le cancer. Aujourd'hui, si on se focalise sur le traitement des symptômes, on ne va pas réussir à en sortir. On peut très bien se dire qu'on va réduire le carbone, mais on peut faire un bulldozer à énergie solaire. On va continuer de dégrader la planète et d'alimenter malheureusement un modèle de société et des croyances qui vont nous faire foncer droit dans le mur. On peut aller chercher à créer de l'énergie renouvelable, ou en tout cas qui est neutre en carbone, mais on va décaler le problème sur les générations futures. Comment est-ce qu'on fera dans 300 ans si on a des déchets nucléaires de partout? Et le problème aussi, c'est qu'en continuant d'alimenter certaines croyances, comme le fait qu'on va pouvoir créer plus d'énergie renouvelable, malheureusement, on n'arrive pas à accompagner ça d'une décroissance dans notre besoin de l'énergie. L'association Negawatt en parle bien mieux que moi aussi. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de cette trajectoire à celle-là, et comment est-ce qu'on fait pour le faire avec joie? Comment est-ce qu'on fait pour passer de ces limites planétaires à une économie dans laquelle on va à la fois considérer ces limites planétaires, mais aussi les besoins de chaque personne sur cette planète, et pourquoi pas même du vivant dans son ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'un triangle de l'inaction dans lequel l'État, les entreprises et les citoyens ne font que se renvoyer la balle, disent « mais c'est pas moi, c'est eux ». Et comment est-ce qu'on fait pour passer de ça à une spirale de l'action, dans laquelle enfin on s'entraide pour aller transformer cette vision de notre monde, coopérer pour arriver à faire émerger ce monde meilleur que j'espère vous avez déjà un petit peu en vous. Eh bien, si ça veut bien passer la slide. Non. Eh bien, tout ça, c'est lié à nos récits. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'humanité s'est soi-disant élevée au top de la chaîne alimentaire? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, ce symbole de réussite, entre guillemets, on peut le contester largement, hein, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les humains qui s'habillent comme ça, et pas les poulpes? Eh bien, c'est simplement parce que, a priori, les poulpes sont incapables de transmettre de génération en génération. Quand la mère poulpe en tout cas pond tous ses œufs, elle meurt à la fin. Elle n'arrive pas à transmettre tout ce qu'elle a réussi à accumuler, à part son patrimoine génétique. L'humanité est basée sur un ensemble de mythes. Les mythes collectifs que nous partageons façonnent toutes nos croyances individuelles, qui forgent derrière nos actes, nos actions individuelles, et bien sûr qui se répliquent sur le monde. Et justement, par exemple, la dynastie Qiang, il y a de ça plus de 3000 ans, utilisait le kauri, un petit coquillage qui était l'une des premières monnaies. Aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel magasin, vous pouvez payer avec un petit bout de plastique, vous faites pip sur un TPE et vous repartez avec un chariot plein de courses. C'est inconcevable, ça. Il y a 3000 ans, on aurait halluciné.
Et le cori, il a aussi servi particulièrement au commerce triangulaire. Imaginez, il y a de ça 300 ans, les premiers abolitionnistes à qui qui ont parlé de la fin de l'abolition de l'esclavage, on leur riait au nez. On leur disait « Qu'est-ce que tu crois ? L'économie mondiale est basée là-dessus, comment est-ce qu'on va faire pour en sortir ?» Et pourtant, c'est aussi à travers les récits qu'on a réussi à abolir l'esclavage. Le 4 février 1794, c'est la première fois qu'une puissance coloniale décide d'abolir elle-même l'esclavage. Tout ça, finalement, notre monde, il est basé sur un ensemble d'utopies. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire une utopie ? Peut-être qu'on vous a traité d'utopiste, peut-être que vous avez traité quelqu'un d'utopiste. Est-ce qu'une utopie, c'est vraiment un projet dont la réalisation est impossible ? À la base, c'est Thomas More qui utilise ce terme de utopia, qui veut dire en aucun lieu. C'est simplement une construction imaginaire dans laquelle on peut projeter une société idéale. Une utopie, ça ne veut pas dire quelque chose qui est irréaliste, ça veut simplement dire quelque chose qui est irréalisé. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de se projeter dans toutes les utopies d'aujourd'hui qui demain seront la norme. Si je vous parle de l'eau potable, un Romain, il y a quelques milliers d'années, aurait halluciné d'imaginer que dans quasiment tous les bâtiments en France, on peut avoir un robinet avec l'accès à de l'eau courante qu'on peut boire. Il y a quelques centaines d'années, personne n'aurait cru que n'importe qui pourrait aller dans un hôpital et se faire soigner. Vous, mesdames, il y a 80 ans, vous n'aviez pas encore le droit de vote. En tout cas, c'est il y a 80 ans que vous l'avez obtenu. Il y a 60 ans, vous n'aviez pas le droit de travailler sans l'accord de votre mari ou de votre papa, ni d'avoir accès à votre argent. Et il y a 50 ans seulement, vous avez eu le droit de disposer de votre corps. Tout ça, ce sont des combats, des utopies qui aujourd'hui sont complètement acquises pour nous. Bon, je vois, ouais, complètement, on est d'accord. Il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le droit de vote, on ne va pas remettre ça en question aujourd'hui. J'imagine que personne ici va remettre en question le droit de vote pour les femmes. Il y a d'autres utopies. Le simple fait d'arriver à faire voler des tonnes de métal dans le ciel, c'était inconcevable. Le fait d'aller explorer l'espace, c'était inconcevable. Mais finalement, est-ce que ces utopies, on a envie de les nourrir ou est-ce qu'on ne va pas se brûler les ailes ? Et ça pose la question des utopies qu'on a envie de nourrir. Qu'est-ce qu'on a envie d'alimenter à travers nos imaginaires ? Est-ce qu'on a envie de contribuer encore à ce mythe de la croissance économique à outrance ? Bien sûr, il faut un modèle économique, ça nous permet de vivre en société, mais est-ce qu'on a besoin de ce sacro-saint PIB, cet indicateur d'après-guerre qui était conçu pour reconstruire l'Europe ? Est-ce qu'on a besoin d'une décroissance ? Est-ce qu'on a besoin des croissances ? La croissance du sens ? La croissance du lien, la croissance de l'art, pourquoi pas, soyons un peu fous, la croissance de l'amour, sous toutes ses formes. Bon, peut-être pas en trinôme, hein. Mais pourquoi pas. Moi, mon job, c'est de faire voyager les gens dans le futur. Les faire voyager en 2030 glorieuse. Les 2030 glorieuses, c'est cette époque fabuleuse dans laquelle on a réussi, enfin, à faire émerger une société plus juste. Une société plus durable et une société plus heureuse. L'idée de ces 2030 glorieuses, finalement, c'est de faire en sorte que les gens, enfin, osent rêver, osent l'optimisme. Qu'on fasse ça aussi en libérant toute cette créativité, cette chose qu'on a en nous, cette capacité à rêver en grand. Qu'à travers ça, on recrée du lien. Pas en expliquant aux autres qu'on a raison en utilisant des oui mais simplement en proposant des « et si ». Et si c'était ça, un monde meilleur ? Et si c'était ça, ce vers quoi on devait aller ? Et si c'était notre cap ? Et justement, ces 2030 glorieuses, elles ont pour but d'aider à amorcer, à renforcer cette transformation vers les 2030 glorieuses. Pour ça, on a notamment un atelier qui s'appelle « Voyage en 2030 glorieuses », pendant lequel, en 2 heures, les participants et participantes, donc les voyageurs et voyageuses, vont imaginer à quoi ça ressemble cette société, de leur échelle individuelle jusqu'à une échelle sociétale. Ces personnes vont parler du futur en se faisant du bien.
C'était quand la dernière fois que vous avez vraiment parlé du futur à table avec votre famille, vos amis, et où tout le monde était « Ah, ça va être cool le futur ». Et bien justement, là, pendant 2 heures, on n'a pas le droit de faire autrement que de se dire que ça va être cool. D'ailleurs, il y a des petits cartons jaunes. Moi, mon préféré, c'est ici, c'est l'utopie, espèce de pessimiste. Et justement, on voyage pendant 2 heures en se projetant comme si on y était, comme si on était en 2030 glorieuse, et ça y est, on a réussi, on l'a fait. Et on fait ça dans plein de cadres. On fait ça auprès de citoyens, avec des collectivités, des élus, avec des entreprises, avec des associations, toujours dans cette idée de cette spirale de l'action, de renforcer les interactions et enfin que tout le monde s'empare de ces imaginaires pour les débrider, pour aller vers une permaculture des imaginaires. Ça, c'est des idées, des imaginaires qui sont sortis d'un atelier en particulier avec le réseau Germe, peut-être que certaines connaissent ici, où il y a 500 personnes qui sont des dirigeants d'entreprises, des managers sensibilisés, qui ont projeté qu'en 2030 glorieuse, on allait avoir la démocratie bistrot. Une petite corde à linge derrière un bar, où on propose une loi, et quand il y a 50 gommettes, hop, c'est validé, on le teste pendant 1 mois dans le village. Il y a le médecine truck, pour aller soigner les gens chez eux. Mais ce qui est intéressant là aussi avec ça, c'est que le médecin n'est payé que quand les gens vont bien dans son secteur. On est sorti du non, il faut vous opérer. Hein. En 2030 glorieuse, il y a des cours en pleine nature à tout âge. Et des cours intergénérationnels. Et ça, c'est mon préféré. En 2030 glorieuse, on aide ceux qui ont encore une montre à retrouver la richesse du temps. C'est beau de prendre le temps avec des dirigeants d'entreprise qui forcément doivent penser sans arrêt à comment je vais payer les salaires de mes employés, se disent voilà, on a retrouvé la richesse du temps. Et donc on collecte tout ça, on collecte ces pépites à l'aide de nos carnets de bord. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que les 2030 glorieuses, elles sont déjà là. Elles existent déjà. On peut choisir de focaliser notre attention sur ce qui va mal, de rester toujours sur les informations qui... Oui, il faut en avoir conscience, mais on peut aussi s'intéresser à ça. Et je suis convaincu que vous le faites. Par exemple, voir l'avènement de la permaculture dans plein d'endroits en France, et dans le monde, voir comment, en Nouvelle-Zélande notamment, ils ont donné une personnalité juridique à un fleuve sacré pour lui permettre de se protéger. Voir tous les Repair Cafés qui fleurissent à droite à gauche. On arrête de penser qu'il faut jeter et racheter et que c'est plus simple. Les projets d'écoles alternatives, où on va faire justement de l'éducation dans la forêt. Le médecine truck qui existe lui aussi. Et encore le bouton. Il serait peut-être temps d'arrêter de comparer les pays à travers leur PIB. Aujourd'hui, l'ONU considère que le Bhoutan est un pays sous-développé. Eh bien, le Bhoutan a mis en place le bonheur national brut. Son indicateur principal, c'est quel est l'épanouissement des gens. Et comment est-ce qu'à travers le prendre soin de la nature, on peut y contribuer. C'est inspirant tout ça, non? Je vous propose un mini-voyage. Je ne sais pas trop comment je suis en termes de temps. Oh, on est bien. Je vous propose un mini-voyage en 2030 glorieuse, justement. Et pour ça, je vous invite à fermer les yeux, à mettre les 2 pieds à plat sur le sol. Vous pouvez poser les mains aussi sur vos jambes, sur vos genoux. Et à vous concentrer sur votre respiration. On va faire un tout petit voyage avec un bilan en carbone proche de 0. Et je vous invite donc à sentir l'air un petit peu plus frais qui entre à l'inspiration et l'air un petit peu plus chaud qui sort à l'expiration. Vous pouvez sentir peut-être comme une plume de détente qui vient se poser sur le sommet du crâne, qui vient étirer l'espace entre les sourcils, qui vient alourdir un peu les paupières, la mâchoire qui peut se détendre, s'entrouvrir légèrement, les épaules qui peuvent se relâcher, les muscles du dos, de l'abdomen, les muscles des cuisses et des mollets qui se relâchent, qui font chercher toute la détente jusqu'au bout des pieds.
Vous pouvez prendre une bonne inspiration et relâcher tout ça avec une bonne expiration. Et je vous invite à imaginer un moyen de transport pour partir en 2030 glorieuse. Vous savez, cette époque fabuleuse dans laquelle on a réussi, enfin, à faire émerger une société plus juste, une société plus durable et une société plus heureuse. Ce moyen de transport, ça peut être comme vous voulez, une DeLorean pour les fans de Retour vers le futur, ça peut être un pont de liane suspendu, ça peut être un nuage, un vélo. Et donc on prend ce moyen de transport et ça y est, le voyage commence. Au loin, il y a peut-être le bruit du vent dans les arbres, des rires d'enfants, le chant des oiseaux. Où est-ce que vous êtes en 2030 glorieuse ? Est-ce que vous êtes proche de la nature, dans une ville revégétalisée ? Quelle est la place de vos proches ? Quel âge ont vos enfants, si vous en avez ? Et surtout, qu'est-ce qui a radicalement changé dans la société ? Quelles sont toutes ces utopies d'hier qui aujourd'hui sont devenues la norme ? On a réussi. Ce monde meilleur pour lequel vous avez tant travaillé est là. Bien sûr, il faut l'entretenir, mais il y a tellement de choses qui ont changé. Et ces dernières années, justement, vous avez monté un projet qui a eu l'impact que vous lui souhaitiez. Et si vous le présentiez depuis cette époque, à quoi ça ressemblerait ? Ces dernières années, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. En 2028, c'était fou, il y avait ça qui s'est passé. Bon, en 2029, j'ai eu une galère. Mais dans cette décennie des 2030 glorieuses, clairement, j'ai réussi à faire changer tout ça. Et je vous propose tranquillement de rouvrir les yeux et de vous tourner vers une personne à côté de vous. Alors, comme vous voulez, la première qui vient, vous échangez un regard et on va prendre un tout petit moment, mais je vais vous demander de faire bien attention à ce qu'il y ait une personne qui soit en écoute active, qui ne répond pas, qui peut à peine hocher la tête, pas plus, et une personne qui va expliquer. Et je vais vous laisser 1 minute par personne pour raconter ce que votre projet a changé dans cette société. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire émerger à travers votre projet ? Allez, il y a une des 2 personnes qui commence. C'est parti. Et vous parlez au présent, hein. On est en 2030 glorieuse. Ok, et maintenant l'autre personne va raconter ce que son projet a changé. C'est parti, vous inversez. Toujours en écoute active. Je vous invite à reprendre votre attention sur moi. Vous êtes au top. Putain, la classe. Et donc c'est génial de rêver. Vous avez vu, ça fait se sentir bien hein, de se dire j'ai réussi, j'ai changé ça. C'est important de se reconnecter à ça régulièrement. Et en même temps, c'est important de concrétiser tout ça. Pour arriver à faire émerger cette société de demain, il n'y a pas besoin de convaincre tout le monde. Il faut qu'on arrive à convaincre suffisamment de personnes. Et il y a plein de manières de faire ça. Il faut arriver à faire basculer la société, trouver ce point de bascule. On parlait tout à l'heure du droit de vote des femmes. Ça m'amène à vous parler... Je te stoppe juste 2 secondes dans ta vidéo pour te parler de quelque chose qui est important. Je m'appelle Benjamin Broustet, j'ai créé plusieurs entreprises régénératrices de la planète et des humains ces 15 dernières années. Je suis notamment le fondateur d'Ecopreneur, de Permaculture Design, d'une entreprise dans la gestion de l'eau et de l'éco-construction. Et si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu cherches du sens dans ton quotidien en lançant pourquoi pas une entreprise à impact pour la planète et les humains. Peut-être que tu n'as pas encore d'idée, peut-être que tu ignores par où commencer, ou alors tu l'as peut-être déjà lancé cette entreprise, mais elle peine à devenir rentable ou à passer au niveau supérieur. Donc si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'inscrire à mon prochain webinaire dans lequel tu vas apprendre comment l'écopreneuriat peut créer un style de vie avec plus de sens, d'autonomie, de liberté, les clés pour trouver une niche utile, alignée à tes valeurs et rémunératrices, les 4 étapes indispensables pour bâtir un business durable et générer un revenu stable. Tu cliques juste en dessous dans la description pour t'inscrire. Allez, je te laisse continuer la vidéo. À plus tard.
de la fenêtre d'Overton. Peut-être que certaines connaissent. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'illustration dans son ensemble avec la fonda. La fenêtre d'Overton, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire passer une idée qui est impensable à quelque chose qui devient une politique publique. Il y a plein d'étapes à travers ça, plein de types de fenêtres, plus ou moins larges. Et on peut choisir de faire pousser la fenêtre vers la politique publique, mais on peut aussi aller dans l'autre sens. On peut avoir des stratégies avec, on peut avoir des stratégies contre, et on peut aussi avoir des stratégies à côté. Construire des nouvelles alternatives. Vous connaissez peut-être ces 3 stratégies d'engagement. Moi, ce qui m'intéresse pour vous, là, c'est quelles sont vos fenêtres d'Overton, celles sur lesquelles vous avez envie de travailler, à travers votre projet, mais aussi à votre échelle personnelle. Je prends quelques petits exemples. Et d'ailleurs, je vais vous parler de ce bouquin juste après, qui est une petite pépite. Il y a Le bruit qui court, qui fait avec beaucoup d'humour des stratégies, du démarchage notamment dans la rue, des performances artistiques. Ils sont allés devant la BNP pour distribuer des journaux en hurlant « La BNP se renomme, demandez le Daily Profit !» Elle se renomme la Banque des nuisances planétaires. Puisque la BNP n'a pas tenu ses engagements de ne plus financer les énergies fossiles. Et donc, à travers ça, ils vont leur renvoyer cette image d'eux-mêmes et les contraindre à respecter leurs engagements pour 2025. On est prêt. On est prêt qui va travailler notamment avec des influenceurs. La semaine prochaine, je vais être devant une centaine d'influenceurs qui ne sont pas engagés, ou en tout cas pas autant qu'ils pourraient l'être. C'est choisir de leur faire confiance, pas en leur disant ce qu'ils doivent faire, mais en les questionnant sur quel est le monde qu'ils pensent être important de faire émerger. Ils ont un rôle à jouer autant que nous. Et donc, plutôt que de dénoncer et de dire « Ouais, mais c'est à cause d'eux que mon gamin il passe des heures et des heures sur son téléphone », c'est se poser la question de comment est-ce qu'on peut les intégrer dans cette spirale de l'action. Il y en a peut-être qui connaissent Cellcoop ici. Cellcoop, c'est un projet complètement utopiste, dans le bon sens du terme, de faire du transport de passagers à la voile. Ça, c'est interdit en France. Sauf qu'à l'été 2022, ils ont réussi, notamment Maxime de Rossolan, en tannant le ministre de l'écologie, en portant plainte contre lui, à avoir une autorisation particulière, une dérogation spéciale du ministère de la Mer pour faire une expérimentation nationale. Et on a maintenant des voiliers qui font du transport de passagers. C'est une brique. Et il y en a plusieurs d'ailleurs des bateaux qui vont être construits en ce sens. Ça m'amène à cette idée de marathon du changement. L'idée justement que, peut-être qu'il y en a qui connaissent les méthodologies agiles parmi vous. Eh bien, sprinter c'est bien, mais je pense que l'idée c'est aussi de le faire dans la douceur, dans la lenteur. Le marathon du changement, c'est qu'est-ce que vous avez envie de changer autour de vous et qu'est-ce que vous avez envie de changer en vous. Comment est-ce que vous pouvez prendre du recul comme un aigle, avoir de la vision d'ensemble, se questionner sur ce qui compte vraiment, planifier justement toute cette transformation de changement de comportement ou autour de votre boîte, comment est-ce que vous allez le mettre en œuvre, comment est-ce que vous allez célébrer, et ça on ne le fait pas assez. Célébrer, j'ai réussi à faire tout ça. On est toujours dans notre to-do de c'est quoi la prochaine chose à faire. De prendre du recul après quand on l'a fait et de le diffuser. Et il y en a plein après, des cercles comme ça de marathon du changement à mettre en place. On peut en avoir une autour de l'alimentation. On peut après enchaîner avec son rapport au numérique pour sortir de cette dépendance et de cette longue liste de mails dont on en a marre. Mais aussi avec notre consommation. Comment est-ce qu'on va changer notre consommation? Et plutôt que de se dire il faut que je gagne plus et de me rendre dépendant de ça, c'est de combien j'ai besoin. C'est quoi mon revenu induit par mes besoins? Quel logement, quel rapport au logement je veux? Et puis revenir à l'alimentation, parce que de toute façon, c'est toujours quelque chose qui se cultive. Et on fait que c'est de la danse tout ça. J'ai presque envie de vous faire un petit peu... Voilà. Il faut danser. Et il faut surtout se hâter lentement. Satish Kumar, je vous propose d'aller chercher ce nom, Satish Kumar, qui propose de se hâter lentement. En tant qu'entrepreneur, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'obsède. Comment est-ce que je fais pour ne pas me cramer et faire notamment du slowpreneuriat?
Comment est-ce que je fais pour prendre soin de moi, soin de ma famille, soin des autres, soin du monde? Et ça, c'est notamment quelque chose, je sais que vous avez des programmes de binôme qui sont vraiment encouragés au sein de votre communauté. Ça, c'est ce qui a changé ma vie. Il y a 5 ans, pendant le premier confinement, je me suis lancé dans un délire avec un pote, tout simplement, à nous entraider pour poser nos rêves, nous questionner, prendre du recul sur nos rêves et se dire, OK, on va se mettre en action et on va créer comme ça. Chaque semaine, on va s'appeler pour avancer vers l'atteinte de nos rêves avec des petits pas concrets, faciles à réaliser. Et ce projet-là, c'est la suite des 2030 Glorieuses. C'est ce que je suis en train de porter, c'est les compagnons de voyage. Et en 2030 Glorieuses, moi justement, j'ai réussi ça. En 2030 Glorieuses, j'ai réussi à redorer le blason des utopies, à faire rêver les gens en grand, mais ça ne s'est pas arrêté à là. À travers ça, j'ai aussi permis à ces personnes de se mettre en mouvement et de concrétiser leurs rêves, pas les rêves qu'on leur avait donnés, transmis par un conditionnement social, mais les rêves qu'ils ont délibérément choisis en conscience de l'urgence et en conscience de ce qui les mettait en joie. Et je reviens sur cette idée de célébration. On ne célèbre pas assez. C'est une célébration. Il y a de quoi célébrer le simple fait que vous soyez là, non? Allez, ouais. Et est-ce que vous l'avez célébré pour vous-même? Est-ce que vous vous êtes offert quelque chose? Ouais? Ah, c'est bien ça. Vous êtes expert sur le sujet, j'adore. Moi, j'adore encourager les gens à célébrer ces choses-là et à s'offrir quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire quelque chose de matériel. Souvent, je conseille pour les addicts au pain au chocolat qui ont réussi à en sortir de se réoffrir un petit pain au chocolat. Et pourquoi pas aussi d'aller faire une balade en conscience pieds nus dans la forêt avec son ou sa meilleure amie pour leur raconter ce qu'on a réussi à faire, pour mettre de la symbolique dans tout ça. Ça passe aussi par ça, des moments d'une richesse intense, d'une profondeur intense qui ne coûtent rien. Et tout l'essentiel dans tout ça, c'est de cultiver l'équilibre. Comment est-ce qu'à notre époque, on fait pour trouver le juste équilibre entre l'action, le fait de bouger tout le temps, encore, il faut que je fasse, j'ai des to-do, j'ai des choses, et le fait d'incarner ce monde de demain, le fait de ralentir, de se mettre au rythme qui est le bon pour nous. Comment est-ce qu'on fait pour incarner aussi l'équilibre entre la sagesse, la lourdeur de la conscience et l'insouciance? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être, non pas des enfants sages, mais des sages enfants? Moi, je raconte souvent qu'en 2030 Glorieuse, mon job, c'est d'organiser des châteaux philo, d'aller sur la plage et de prendre tous les gens que je trouve pour qu'on fabrique des châteaux et qu'on se questionne sur le sens de la vie. J'ai hâte de faire ça. Si vous venez me voir à Marseille, venez, on organise un château philo au Catalan. Et puis aussi, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre au niveau de notre rapport à la vie et à la mort? Comment est-ce qu'on fait pour vivre comme si on allait mourir demain, carpe diem, et vivre comme si on allait être éternel? Comment est-ce qu'on fait pour toujours se questionner sur l'héritage qu'on a envie de transmettre à nos enfants, à nos nièces, nos neveux et à toutes les générations futures, en se questionnant toujours sur OK, qu'est-ce qui se passe dans deux générations, dans 5 générations, dans 7 générations? Comment est-ce que je fais pour me mettre au service de ça? Comment est-ce que je fais pour cultiver mes imaginaires et pour me mettre en action vis-à-vis de ces imaginaires qui me mettent en joie? Comment est-ce que je fais pour cultiver ce muscle de l'utopiste qui est quelque part en moi et pour voyager régulièrement en 2030 Glorieuse et diffuser ça autour de moi? Je suis convaincu que vous faites déjà ça très bien et célébrez ça et continuez de faire ça. On a besoin de ça, on a une responsabilité à cultiver ces imaginaires, on a une responsabilité à transformer notre vision du monde et à ne pas nous laisser attaquer, surtout en cette période, par des imaginaires qui nous cassent, qui nous descendent, qui nous disent que ça ne sert à rien d'être optimiste. L'optimisme, ce n'est pas faire fi de tout ce qui va mal, c'est prendre en conscience tout ce qui va mal, mais décider d'aller vers le meilleur.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si jamais vous voulez voyager en 2030 glorieuse, vous pouvez aller à gauche. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le programme Compagnon de voyage, c'est à droite. Mais surtout, je serais ravi de répondre à vos questions. Ouais. Excellent, Pierre. Fais gaffe, tu vas te faire un peu boxer par les autres là. Ouais. J'ai un petit micro. Ah oui. Donc les deux kangourous. Hein, le slowprenariat, alors qu'il y a urgence climatique, est-ce que c'est pas un peu antinomique? Complètement. Est-ce que tu as déjà vu des entrepreneurs sociaux se cramer, faire de burn-out? Non, jamais. Je peux te dire que j'en connais beaucoup. Et j'en connais même qui sont tellement cramés qu'ils ont arrêté, qui reprennent l'avion, qui se remettent à faire des barbecues. Et c'est normal. Et j'ai rien contre les barbecues, hein. Mais je suis content de plus en faire. Et je ne juge personne, c'est vraiment ma posture. Mais il faut prendre soin de soi. Et je suis le premier à me questionner sur ça et à m'appliquer ça parce que j'ai tellement d'envie, j'ai tellement de rêves, tellement de passion que parfois j'en viens à ne plus suffisamment m'écouter, plus arriver à prioriser ma famille. Or, ma fille, c'est ce qui compte le plus. Et du coup, il y a urgence à se questionner sur comment est-ce que je vais être efficace, comment est-ce que je vais pouvoir ralentir. Il ne faut aussi pas tout faire reposer sur nos épaules individuelles, personnelles, il faut se faire confiance. Et si on se fait du mal, mais personne ne va avoir envie de faire ce qu'on fait. Si on fait un burn-out, les gens ils vont se dire ouais, ton truc là d'écolo un peu fêlé, tu n'as plus de vie. Non, moi je vais aller prendre mon avion pour aller à Ibiza faire la teuf. Ça ne marche pas. Il faut qu'on arrive à vendre du rêve avec ce qui nous fait kiffer et à se faire du bien. Si on est toujours à danser à fond comme ça, on s'essouffle et on ne tient pas dans la durée. C'est vraiment un marathon. Je t'invite à te questionner sur et à voir vraiment ce que fait Satish Kumar. Lui, il allait voir plein de dirigeants il y a quelques décennies en marchant, des dirigeants de pays. Ouais. Attends, juste 2 secondes le micro. Ouais. Donc je suis Pascal, je ne vais pas dire ce que j'ai. C'est la deuxième kangourou. Ce que j'ai aimé dans l'exercice, c'est cette écoute de l'autre. Et en l'écoutant, il m'envoyait de belles valeurs. Et j'ai senti cette énergie monter en moi, vraiment vers quelque chose de magnifique. Et je me suis dit, en fait, on est tous porteurs de beauté, quoi. Merci pour ce partage. Et je me permets de rebondir, effectivement, il y a vraiment besoin de cultiver ça. Vous avez peut-être senti ce truc qui vous faisait du bien quand vous avez entendu le rêve de l'autre et puis de sentir cette passion. Ce qui est fabuleux, c'est que ça ne marche pas qu'avec des personnes convaincues. Vous imaginez, quand j'arrive dans un endroit et qu'il y a une boîte, c'est juste un ou une responsable RSE qui m'a demandé d'intervenir. Les autres, ils ne connaissent pas trop. Déjà, on leur a bloqué la journée pour un séminaire. Souvent, j'ai un gars, il y en a toujours au moins un gars de 55 ans, qui est comme ça, qui regarde et qui fait les utopies. Moi, j'ai des mails à traiter, c'est quoi ce truc? Et ce gars, 15-20 minutes après, il a « Ouais, et on est tous à poil, et je fais de la poterie, et c'est trop bien les 2030 glorieuses !» Et c'est bien, il faut ça. On a besoin de réveiller ça, et ce truc de gamin qu'on a chez nous. Et écouter l'autre, je rebondis sur écouter l'autre, c'est tellement important. Surtout en tant qu'entrepreneur, il faut toujours écouter les autres. Ça ne sert à rien de se dire « J'ai une idée, c'est la meilleure, il faut que je le fasse ». Il faut écouter les autres, et ça me donne l'occasion de vous reparler de ce bouquin génial qui s'appelle « Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes ». C'est une pépite. Et il parle justement de commencer, comment faire tomber un dictateur quand on est tout petit, non, seul, tout petit et sans armes. Je ne vais pas le prononcer, Srdja Popovic.
SRDJA Popovic, P-O-P-O-V-I-C. Et vraiment, il y a ce truc fabuleux dans ce livre qui explique qu'il faut choisir des petits combats pour les faire gagner, pour adhérer, faire adhérer des personnes à sa cause. Et c'est comme ça qu'on fait bouger des fenêtres d'Overton. Tout commence par l'écoute. Yes. Oui, je suis Stéphanie. Je voudrais te remercier pour la super présentation que tu viens de faire. Tu as parlé sur ton parcours de l'IA. J'aimerais bien voir dans les 2030 glorieuses où tu vois l'IA. Et dernier petit message, je trouve que les tournesols sont beaux aujourd'hui. Voilà. En 2030 glorieuse, tout le monde est fair play. La place de l'IA, effectivement, c'est central. Et ça m'amène aussi à questionner le technosolutionnisme. Parce qu'on est dans des récits où aujourd'hui, on a sans arrêt des personnes qui vont nous dire « Oui, mais de toute façon, la technologie va nous sauver. Tout ça, ça va être réglé par l'IA. On va pouvoir bosser moins parce que l'IA va nous remplacer sur ce qui va être relou. » Je pense que c'est comme dans tout, en fait. Tout est une question d'équilibre, encore une fois. L'IA, il faut qu'on arrive à avoir une attitude raisonnée par rapport à ça. C'est dur parce que maintenant, tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi. Dans toute la tech, moi, mon maître mot quand je fais quelque chose en technologie, je peux le dire parce que je suis arrivé à un niveau où j'ai parlé en binaire avec un ordinateur. C'était galère. À chaque fois qu'on me parle de faire un truc avec de l'IA, je leur dis « Ok, attends, est-ce que ton truc, tu peux le faire autrement ? Est-ce que tu peux te mettre dans l'attitude d'un hacker et te dire comment est-ce que je peux faire ça avec juste de l'humain ? Est-ce que ça, je peux pas créer des liens entre des gens qui va être bien plus efficace et aller vers du community organizing et des choses comme ça. C'est aussi, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'IA ? Est-ce que je ne peux pas faire autre chose en tech qui va permettre de faire ça ? Est-ce que la low-tech, ça peut permettre... pas de la low-tech, pardon, du low-code. Est-ce que du low-code peut permettre de développer un service où il n'y aurait pas du tout besoin d'IA ? Et enfin, l'IA, est-ce qu'on peut enfin l'utiliser pour vraiment faire émerger les sujets qui sont justes ? Je ne suis pas contre l'usage de l'IA. Je me dis que si on en fait un usage raisonné, on peut écrire le prochain bouquin ou la suite de ce bouquin si on y passe du temps. Mais l'un des concepts essentiels avec l'IA, c'est le concept de centaure. La vraie puissance de l'IA, ce n'est pas de bosser seul. Si on met il y a eu des concours comme ça qui ont été faits où on met l'homme face à des IA, face à l'homme plus l'IA, et c'est l'homme plus l'IA qui gagne. Enfin, l'homme ou la femme, hein, bien sûr. Et je pense que dans la création, c'est un outil, comme tout. Mais c'est un outil qui aujourd'hui consomme énormément. Le chat GPT, je crois que ça consomme plus que l'aller-retour pour aller juste sur la Lune. Avec la NASA, là, le projet de la NASA a consommé moins que chat GPT aujourd'hui. C'est quand même fou de se dire qu'on en est arrivé là. Et donc, j'ai pas envie de vous dire quoi faire avec l'IA, parce que questionnez-vous, dans vos 2030 glorieuses, quelle est la place de l'IA ? Quelle est la place de la technologie ? Et forcément, ça va amener des réflexions et se questionner. Mais toujours être dans une forme d'écolucidité, de responsabilité. On arrive à la fin ou... Il y a d'autres questions ou pas ? Yes. Bonjour, je m'appelle Maëlle. Bonjour. C'est pas une question, c'est un remerciement pour l'exercice. J'ai trouvé que c'était une très belle opportunité de s'écouter soi-même, d'écouter ses propres rêves et de ne pas les censurer, de se laisser porter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toi. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on expérimente plein de choses. Et la maman de ma fille, qui s'appelle Mélodie, qui est une personne incroyable, elle organise des voyages méditatifs. Et donc, on a environ 70 thèmes de méditation de 25-30 minutes où on se projette en 2030 glorieuse et on se questionne sur le thème, sur quel est mon rapport au temps, quel est mon lien à la communauté, quel est mon rapport à l'argent en 2030 glorieuse, avec toujours cette réflexion méditative avec une petite mise en pratique à la fin avec 5 questions. Donc si jamais ça vous intéresse, avec plaisir pour en parler aussi. Merci beaucoup encore pour votre accueil. Merci à Ecopreneur, merci à Adrien. Un merci grand à bravo. vous.
Mesdames et messieurs, Arthur Lanter, on l'applaudit bien fort parce que franchement... Bravo Arthur. Arthur. Arthur, Non, tu vas pas me filer ton dé. je te donne mon petit cube. Ah, c'est Parce que j'ai trouvé que ta conf était d'une très belle valeur. Tu nous as apporté beaucoup d'émotions. J'ai déjà eu des petites larmes, ça commence fort quand même, écopreneur, le séminaire. Merci Merci à beaucoup. toi. On a besoin de rêver, tout part d'un rêve finalement. Tout le temps. Et ça a été une très très belle, très très beau moment. Un grand merci, franchement, avec le cœur. Merci Vraiment, à toi. merci. Merci à toi. Ça part pas mal ce séminaire, n'est-ce pas ?